Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre petit rendez-vous mensuel des ateliers astrobiographiques de Catherine Poncet, Nathalie Joly. Bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde. Et ce soir, visiblement, la beauté est à l'honneur. Déjà avec toutes les femmes que nous avons ici ce soir, mais aussi avec notre invitée spéciale qui est Elisabeth Taylor. Catherine, je te laisse la parole. Voilà, donc en fait, on a écrit Elisabeth Taylor, mais c'est presque plus un exposé sur Neptune, parce que vous allez voir à quel point le thème et la vie d'Elisabeth Taylor reprennent les éléments neptuniens. Et le livre, là, je trouve, en ce qui me concerne, que la référence absolue sur Neptune, c'est comme souvent, très souvent, le livre de Lise Green, qui s'appelle The Quest for Redemption, la quête de la rédemption. Et c'est un gros pavé. Je crains qu'il ne soit pas traduit, mais finalement, si on lit un peu en anglais, c'est toujours le même vocabulaire qui revient de toute façon. Et tout ce que quand les autres parlent de Neptune, ils ne font que soit du délayage, soit un petit chapitre. Enfin, on va dire que c'est du sous Lise Green toujours, alors que son livre, je trouve qu'il a tout vu. Voilà ce que je crois. Donc, il faut lire ce livre-là. Et là, on connaît Neptune vraiment. Et, enfin, je m'aperçois que n'importe qui parle de Neptune, derrière elle, c'est moins bien. Et donc, la personne qui incarne ce livre de Neptune et toutes les facettes de cette planète, c'est la vie d'Elisabeth Taylor. Alors, je vais d'abord vous résumer extrêmement brièvement ce livre, comme ça vous voyez pourquoi je dis ça. Et puis ensuite, on va voir la vie d'Elisabeth Taylor et vous verrez qu'en effet, c'est une neptunienne. Alors, pourquoi Lise Green, qui est ici, dans son livre, a dit en sous-titre « The Quest for Redemption », la quête de la rédemption. Le Christ rédempteur, c'est le Christ qui rachète nos fautes, qui nous pardonne nos péchés. C'est ça que ça veut dire. La rédemption, c'est le rachat de nos fautes. Et donc, il se sacrifie plein de compassion. Tout ça, ce sont des termes neptuniens. Et c'est ce que veut dire la rédemption. Alors, voilà ce qu'elle dit dans son livre. L'homme, c'est l'idée de Neptune. L'homme a toujours eu une idée d'un au-delà. L'au-delà après la mort, même avant. Et avant, ce sont l'eau primordiale, les eaux maternelles, l'utérus féminin, l'eau prénatale, où on baigne en fusion totale avec la mer, et la mer primordiale aussi. Fusion avec l'eau et le chaos premier. Nous étions un tout indifférencié avec notre mère, et on dit bien d'ailleurs qu'on sort, enfin, si on regarde l'évolution humaine, on sort de la mer. Donc, il y a le regret de la perte de ce chaos premier, une faute, un arrachement entraîne une douleur et un passage sur terre extrêmement douloureux. Donc, s'ensuit le regret éternel de ce paradis perdu, d'un monde sans limite, complètement extatique. Et évidemment, la quête de ce paradis perdu, comment on va le chercher sur terre, ça va être toutes les actions neptuniennes. Donc, il y a une déception, renonciation, car on ne retrouve pas ce paradis. On a une obligation sur Terre de s'individualiser, c'est Saturne qui donne une limite. D'ailleurs, Saturne, c'est l'inverse de Neptune, c'est l'inverse d'Uranus, de Pluton. Saturne, c'est la limite absolue, il est contre toutes les autres planètes qui viennent derrière, si on veut. Neptune, c'est l'indifférencié. Quand dans un thème astral, il y a Neptune fort, il n'y a pas de je, J-E, il n'y a pas d'identité. Donc, la quête de ce paradis perdu et la recherche de fusion avec le grand tout, ça c'est encore du vocabulaire neptunien, ça va être vécu dans les domaines suivants. Et ça, c'est le livre. Dans ce livre, elle donne tous les aspects de la quête neptunienne, la religion, mysticisme, ésotérisme. On va voir qu'Elisabeth Taylor va se convertir au judaïsme et étudier la Kabbale. Psychologie, donc sublimation de la faute primordiale qu'elle va essayer de rattraper à travers ses conjoints successifs. On cherche la beauté du paradis dans l'art
est dans l'imagination, et c'est une actrice de cinéma. L'amour aussi, ce paradis, c'était un paradis d'amour, de fusion complète, donc elle a une vie sentimentale extrêmement riche. Cette quête de beauté, c'est la mode et toutes les tendances, tout ce qui fait rêver. C'était la vedette, la star absolue qui fait rêver le public. C'est aussi ce qu'on voit dans les modes. Et puis, ce côté neptunien, absolument sans limite, de dissolution, d'idéalisation et des illusions. Ses mariages, sa mauvaise santé, par exemple. Et encore un dernier aspect du livre de Lise Green, la victime et le sauveur, la compassion et le sacrifice. Donc, elle eut une enfance, après on va le regarder plus en détail, bien sûr, avec son thème, une enfance volée, elle a été malade et elle a basculé de victime à sauveuse. Sauveur, c'est-à-dire elle a soutenu la lutte contre le sida, la première, à la fois dans le public et elle a soutenu aussi financièrement. Donc, elle a toutes les facettes de ce livre sur Neptune que je vous engage à lire parce qu'après, on a tout compris sur Neptune. Lise Green a tout envisagé. Alors, donc, voici le thème d'Elizabeth Taylor. Elle est donc, puisqu'on parle de Neptune, évidemment, c'est une neptunienne. Hein. Elle est née le 27 février 1932 en Angleterre parce que ses parents sont des Américains. Son père est un galériste. Il vend des œuvres d'art et sa mère est une actrice de théâtre. Et ils vivent à Londres. Et puis, c'est Joseph Kennedy, le père de John Kennedy, qui était ambassadeur des États-Unis à Londres, qui les a fait rentrer en Amérique au début de la Seconde Guerre mondiale pour les préserver. Donc, elle rentre en Amérique, mais elle est née en Angleterre. Et ils vont aller s'installer à Beverly Hills, où là, ils vont faire connaissance avec toute la jet set. Donc, vous voyez, elle est très marquée par le poisson, puisqu'elle a 3 planètes en poisson, la lune noire, le nœud nord, la part de fortune en bélier. Elle a tout ça en poisson et cette grosse opposition à Neptune rétrograde. Et alors, non, ce n'est pas Neptune la planète la plus élevée, c'est la Lune. Mais enfin, son milieu du ciel est quand même encadré par la Lune et Neptune, c'est-à-dire vraiment des planètes d'imagination. Alors, sa mère, elle est ici. Je commence sa biographie et en même temps, je vous montre les aspects. Sa mère actrice rêve d'une gamine vedette. Elle veut en faire une vedette. Et comme elle a des yeux extraordinairement bleus, enfin violets, même enfant, elle est d'une beauté renversante. Sa mère, très dominatrice, très possessive, vous voyez cette lune en scorpion, n'a de cesse de la faire réussir, qu'elle dépasse sa mère et de la présenter aux grands acteurs et aux grands producteurs d'Hollywood. Alors, ça va marcher parce qu'à 10 ans, elle va jouer dans Lassie, vous savez l'histoire du chien. Le Grand National, c'est une histoire de gamine qui élève des chevaux et qui gagne des courses. D'ailleurs, en jouant ce rôle, elle est à cheval et elle va tomber. Elle avait une scoliose de naissance, elle a un très mauvais dos, ça se verra dans l'étoile évolutive, et elle tombe encore de cheval, donc elle aura toute sa vie des douleurs affreuses au dos. Ça, c'est aussi neptunien de souffrir comme ça, de la santé, des maladies chroniques. Elle joue dans Les 4 filles du docteur March et elle est déjà extrêmement célèbre. Et elle dit « On m'a volé mon enfance. Je suis qui? Je ne suis même pas une enfant puisque j'ai travaillé tout de suite. » Et vous voyez, si on veut l'enfance, en maison 4, elle a une relation chaotique avec son père, maison 4, et pas d'enfance. Ça va être une vie émotionnelle, on le sait, à remous, avec des coups de foudre. Et l'importance avec ce Vénus ici au fond du ciel avec Uranus de la vie relationnelle. La maison 3, vous voyez, qui est tellement importante chez elle, ce sont ses camarades. Elle a un frère aîné qui est très présent, on le voit beaucoup sur des photos, enfin il est bien avec elle, un seul frère aîné. Autrement, on pourrait dire que ce sont ses camarades de scène. Et elle devient amie avec tous ces gens, tous les acteurs avec lesquels elle va jouer. Alors,
Mars opposé Neptune. Vous voyez, ce Neptune, il tient le thème, si on veut. Il tient tout comme ça à bout de bras. Alors, son thème, donc ce Mercure est en réception mutuelle avec Mercure. Mercure en Poisson, ici, il n'est pas tellement bien placé, mais cette réception mutuelle, malgré la rétrogradation de Neptune, ça amoindrit, si on veut, la mauvaise place de ces deux planètes. Mais cette prédominance de Neptune, la position de Neptune et ces trois planètes en Poisson, ça crée de la confusion. Cette lune en Scorpion, donc sa mère très possessive, très directrice, qui gère sa carrière et qui ne lui demande pas son avis, eh bien, mais je suis qui, moi? Qu'est-ce que je fais? En général, une lune en Scorpion ne s'aime pas. Et elle, étant une actrice, même enfant, sa vie, je suis ce que les autres veulent. Si j'ai du succès, je suis tous ces gens qui m'attendent sur un trottoir le soir quand je sors de chez moi. Mais si jamais il n'y avait personne, si jamais ils oubliaient de venir, si je n'avais plus de rôle, je deviens qui? Je ne suis rien. Et c'est le problème de tout ce poisson opposé à Neptune. Elle a aussi donc des blessures émotionnelles parce que Jupiter, maître d'ascendant, est carré à sa lune. Carré exact, c'est le seul carré exact du thème. Donc, rapport à sa féminité, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je ne suis qu'une photo? Est-ce que je ne suis que ces yeux-là merveilleux? Est-ce que je ne suis qu'une actrice? Au fond de moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, avec tout ce nébuleux Neptune, elle n'en sait rien du tout. Sa mère ne la laisse pas être elle-même, puisqu'elle doit toujours jouer. Et elle travaille comme une dingue. Elle est à l'école de la MGN, où ses camarades, ce sont des enfants d'acteurs, et ou alors elle répète, ou alors elle joue, ou alors elle court les studios pour avoir un autre rôle. Elle travaille comme une adulte. Et il n'y a pas d'enfance. D'ailleurs, aussi, ça porte. Donc, c'est toute une partie qu'elle n'a pas connue. Elle ne sait pas ce que c'est que d'être une enfant, elle ne sait pas ce que c'est que de jouer. Tout est basé sur son physique. Donc, l'image qu'elle a d'elle-même, la valeur qu'elle a d'elle-même, c'est la maison 2 et elle a Saturne. Et d'après Noel Tyl, un autre astrologue américain, Saturne en maison 2, c'est une très piètre opinion d'elle-même, image d'elle-même. Son sens, à vrai dire, ça va aussi donner la peur de manquer, bien entendu, parce qu'on a peur de manquer, parce qu'il faut bien se raccrocher à quelque chose. C'est ça aussi qui va la caractériser. Sa porte invisible, donc entre Uranus et Saturne, ça tombe exactement sur ce Neptune rétrograde. Et donc, rêve inaccessible en maison 9, rêve inaccessible de pureté et de perfection. Elle y a aussi, pas très loin, le nœud sud. C'est comme si elle avait été une Vestale. Donc, vous savez, chez les Romains, des très belles jeunes filles qui étaient sacrifiées pour la pureté. C'est un peu à ça que ça me fait penser. Un rêve inaccessible de pureté et de perfection dans la maison du plus grand que soi, et à essayer d'atteindre l'inatteignable. C'est en fait ce qu'on demandait à sa beauté. La spiritualité, la Kabbale, comme je vous ai dit, le cinéma. Sa porte visible, au contraire, elle est en face, en maison 3. Elle est ici. Donc, tant qu'elle fait rêver les gens, tant qu'elle fait rêver les foules, et que quand on voit une actrice au cinéma, on a l'impression qu'on la connaît. C'est de la proximité immédiate, la maison 3. Les gens dans la rue vont, enfin, si elle était suffisamment accessible, lui parlent avec l'impression que c'est une amie, alors qu'elle ne les connaît pas. C'est toujours une espèce de double face extrêmement désagréable pour elle. Alors, elle a elle cultive énormément l'amitié. L'amitié, bon, c'est la maison 11, mais c'est aussi cette maison 3. Ça commence avec la maison 3. Elle va beaucoup soutenir d'ailleurs les acteurs gays comme Montgomery Clift et bien sûr Michael Jackson. Alors, elle va vivre cette quête de rédemption, elle va essayer d'atteindre la perfection à travers ses mariages. Opposition Mercure-Neptune. Les mariages, c'est le conjoint. Et les mariages, les voilà.
Alors, elle a d'abord épousé à 18 ans, pour ainsi dire contrainte par la MGM, parce qu'elle avait un contrat avec la MGM, un contrat extrêmement serré. Elle leur devait tant de films, elle ne pouvait pas jouer avec quelqu'un d'autre. C'est la MGM. Lui, c'est le Hilton, il est à 18 ans, elle l'épouse. Il est l'héritier des hôtels Hilton, donc il est milliardaire très très riche, mais c'est quand même la MGM qui paye tout le mariage. Un mariage extraordinairement fastueux. Finalement, il est violent, il boit, il est violent avec elle, il divorce très vite. Ensuite, elle épouse celui-ci, Michael Wilding, et elle a 2 fils. Ça, ce sont ses tenues de mariage. 2 fils avec lui. Bon, évidemment, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que Mercure est opposé à Neptune. À chaque fois, il y a de la trahison. À chaque fois, ça ne convient pas. On ne peut pas atteindre cet idéal qu'elle pensait. Elle pensait que ce serait un rachat, qu'elle trouverait dans le conjoint de quoi racheter la faute qu'on ne peut jamais éponger, si on veut, avec ce Neptune. Ensuite, elle épouse Mike Todd. Alors, elle aimait beaucoup, beaucoup Mike Todd, mais il se tue dans un accident d'avion. Donc, les maris, soit ils sont violents, soit elle les quitte, soit il la quitte. Lui, il est mort dans un accident d'avion. Si vous nous avez suivis à l'Aura, on avait fait un exposé sur Debbie Reynolds et Carrie Fisher. Carrie Fisher, c'est l'actrice de Star Wars, et Debbie Reynolds, c'est Chantons sous la pluie. Donc voilà les gens qu'elle fréquente. Et alors, elle est dans le drame le plus absolu puisque Mike Todd est mort. Alors, Eddie Fisher, grand seigneur, elle était très amie avec Eddie Fisher et Debbie Reynolds. Lui, il était chanteur, un chanteur de charme, et Debbie Reynolds, comme je vous ai dit, Chantons sous la pluie. Donc, extrêmement connu. Il la console, on va inviter Elisabeth, on ne va quand même pas la laisser dans son drame comme ça toute seule. Donc, ils invitent Elisabeth et il ne faut pas regarder Elisabeth quand on est un jeune homme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle le détourne, elle pique son mari à Debbie Reynolds alors qu'ils étaient extrêmement amis. Et elle épouse finalement Eddie Fisher. Fait santé, il se remarie, il rentre dans le rang. Voilà. Quand elle épouse Eddie Fisher, il est juif et donc elle se convertit au judaïsme pour lui et elle va faire des études très importantes de spiritualité kabbalistique. Encore un aspect de Neptune, d'ésotérisme et de religion. Ça va fortement déplaire aux Américains et à la MGM, une vie comme ça, enfin une briseuse de ménage pour dire les choses. Hein. La voilà avec Eddie Fisher, et la jeune Carrie Fisher, ben, c'était sa belle-mère, tout simplement. Elizabeth Taylor était sa belle-mère. Ça déplaît beaucoup à Hollywood. Alors, comme ça déplaît à Hollywood, elle joue aussi sur la victimisation, un autre aspect de Neptune. L'enfant victime d'un trop gros travail d'acteur, et ça lui donne cette prédisposition, cette opposition Neptune à une prédisposition, écrit Lise Green, hystérique à la victimisation et à la maladie chronique. Alors évidemment, comme elle est malheureuse, puisqu'elle est malheureuse d'emblée, elle est malheureuse dès le départ, et c'est le problème du Neptunien qui cherche toujours la fusion avec le grand tout. Mais comment le trouver? Donc, elle devient boulimique, vous le savez, alcoolique, ça c'est Neptune, elle boit, elle a même une pneumonie, on est obligé de lui faire une trachéotomie, le diabète, les douleurs dorsales abominables, puisque la scoliose d'enfance ne s'est pas arrangée avec les chutes de cheval quand elle était petite, quand elle a joué le Grand National. Alors, je continue avec les maris. Après, quand elle connaît, enfin, elle est mariée avec Eddie Fisher. Lui, il en a perdu sa carrière. Hein. Plus personne ne l'a embauché, Eddie Fisher, une fois qu'il avait quitté Debbie Reynolds, parce qu'ils sont très conservateurs et très puritains, les Américains. Donc, les frasques comme ça ne plaît pas du tout. Il n'a plus jamais eu de succès. Il n'a plus jamais été invité sur les chaînes de radio. Elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour le tirer d'affaire. C'est une très bonne camarade, mais tant pis. Et alors, quand elle a joué, on l'a invitée à jouer Cléopâtre. Et là, en jouant Cléopâtre, et lui, il jouait Antoine ou César, je ne sais plus qui est le Cléopâtre, elle a rencontré, vous savez bien, Richard Burton. Alors la voici à son mariage avec voilà, Cléopâtre et puis Antoine, Richard Burton, qu'elle épouse 2 fois. Donc elle va se marier 8 fois, mais seulement avec 7 personnes, puisque lui, elle se divorce au bout de 10 ans et il se remarie. Mais ça reclaque à cause de l'alcool, des bagarres, enfin c'est l'alcool.
Après Richard Burton, elle épouse un homme sérieux. Elle va, grâce à sa notoriété, les gens vont élire, il va être élu sénateur à Washington, mais c'est grâce à elle. Parce qu'en fait, au meeting, les gens allaient la voir. Elle le soutenait dans ses meetings, mais c'était pour voir Elizabeth Taylor. Donc, il est élu grâce à elle. Il l'installe en Virginie, où elle ne se plaît pas. Enfin, elle se plaît au départ, mais dans une ferme. Elle est là dans les vaches, les cochons. Alors, ça lui plaît un moment, cette vie bucolique. C'est très neptunien, là encore. Et puis, quand il retourne à Washington et qu'elle se retrouve toute seule à la campagne, ça n'a qu'un temps, bien entendu, cette histoire. Ensuite, alors, je continue puisque j'y suis. Ça va être la première actrice connue, la première personne connue à admettre qu'elle va dans des cures de désintoxication, qu'elle se fait suivre. Et elle va dire aux alcooliques anonymes, c'est un truc américain, hein, Hello, I'm Elizabeth, I'm an alcoholic. Et elle va être comme les autres. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, je suis alcoolique. Et elle va y aller en toute simplicité comme ça, admettre le malaise et l'alcoolisme. Donc, c'est là un des trucs, c'est pour ça que je vous parle de ça maintenant, à un de ces stages, enfin, si on veut, c'est un séjour dans une maison de rééducation, si on veut, parce qu'il y a des séjours dans des maisons luxueuses pour reprendre sa santé et oublier toutes les addictions, qu'elle va rencontrer celui-ci. Et je crois qu'il était électricien ou peintre en bâtiment. Il est là. Voilà, le dernier. Et évidemment, aussi, je vous ai mis sa très grande amitié avec Michael Jackson, qui est là. Alors, évidemment, c'est elle, quand elle était mariée à Richard Burton, je vous remets le thème, elle avait la collection de diamants, de bijoux la plus importante au monde. C'est elle qui avait la plus grosse fortune en bijoux au monde. Et ça se voit ici, c'est Jupiter en Lion. Et en Lion en 8, c'est-à-dire le résultat du mariage. Puisqu'elle les a... Bon, elle a eu aussi beaucoup d'autres aventures, mais enfin, les hommes que je vous ai montrés, elle les a épousés. Donc, son mariage avec Richard Burton, enfin, ses mariages successifs lui ont donné beaucoup d'argent. Ce Jupiter rétrograde en Lion, en 8, je trouve que ça fait l'angoisse. Suis-je la plus belle? Est-ce toujours moi la plus belle? D'autant plus que Jupiter est carré à la Lune, carré exact. Cette angoisse de vieillir, ça c'est l'angoisse évidemment de toutes les actrices. Est-ce qu'on va continuer à me donner des rôles? Si je vieillis, si je grossis, et c'était son cas, elle grossissait la peau, parce qu'elle était toute petite en fait. Elle mesurait 1,50 m, enfin elle était assez petite. Ah, quand on est petit, on grossit vite. Hein. Enfin, on a l'air gros plus vite. Donc cette angoisse, suis-je la plus belle? Vais-je toujours plaire à mon public, aux producteurs américains et aux hommes? Angoisse sur ses qualités féminines, évidemment. Ça nous donne toujours des émotions extrêmement fortes et à fleur de peau, et évidemment extrêmement intenses. On a quand même un trigone à Pluton ici. Hein. Et il y a aussi échange de services. Hein. Réception mutuelle, Pluton-Lune. Alors, on a cette personne rêveuse, complètement perdue, si on veut, extrêmement généreuse aussi, extrêmement... Alors, la peur de manquer, elle a extrêmement peur de manquer, elle ne connaît pas la valeur, sa propre valeur, donc elle se met énormément de bijoux, puis elle amasse une fortune en bijoux. Et d'ailleurs, mais donc avec ce Saturne, ça ne veut pas dire qu'on est pauvre, c'est juste qu'on a une mauvaise image de soi, il faut bien se raccrocher à quelque chose. Et elle dit, donc insécurité, culpabilité. Et elle a dit, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi des fourrures et des bijoux. Elle en avait beaucoup. Et Saturne est la seule planète en air de tout le thème. C'est important, les seules planètes. Vous voyez, elle est à 0 Verseau, c'est la seule planète. Alors, elle avait quand même de l'humour, mais ça ne donne pas de recul de ne pas avoir beaucoup d'air. Et quand l'air, c'est en plus Saturne, ça donne beaucoup de culpabilité. Et la seule planète en terre, c'est Neptune. C'est pas non plus tellement, ça n'ancre pas les personnes. C'est tout. Elle n'a que Neptune en terre, donc aussi
quelles sont les valeurs matérielles, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? Je peux m'appuyer sur des sables mouvants avec Neptune. Et comment on va rire et comment on va prendre du recul? En restant bien serré, bien coincé avec notre culpabilité avec Saturne. Alors, en même temps, donc cette personne, on va dire, on pourrait presque dire paumée, hein, et en même temps, elle a cette, vous voyez, sa vie affective extrêmement tempétueuse, on va dire. Et là, c'est vraiment l'image Uranus-Vénus en bélier de la mégère apprivoisée, si on veut. La personne des coups de foudre, qui ose, qui y va, le drame, l'intensité, voyez, carré Pluton, la jalousie, enfin, c'est le drama queen, hein, complètement, tout le temps. Bon, évidemment, son destin artistique se voit là, avec le milieu du ciel en balance, là-haut. Mais toujours peur, toujours comme sur un siège éjectable. Et d'ailleurs, vers 40 ans, c'est fini, on la prend plus. Elle a grossi, c'est fini, son pouvoir de séduction, on a pris un sacré coup. C'est fini. Alors, est-ce qu'aussi on pourrait dire avec ce Neptune en Terre, comme je vous disais, les choses matérielles vont s'évaporer, ça va manquer, il ne va plus rien nous rester. Le Soleil en Poisson et l'ascendant Sagittaire, ils ont en commun le plus grand que soi, l'expansion, le sens du grand. Alors, on a ça chez elle. Hein. Elle est, on dit en anglais, her life is larger than life. Une vie plus grande que la vie. Et en plus, toutes les extravagances de diva, elle les avait toutes, évidemment. Et cette lune en Scorpion qui exacerbe les émotions, bien sûr, les angoisses, une énorme sensibilité. C'est pour ça que c'était une actrice si merveilleuse, si formidable. Toutes les émotions vont être vécues à leur paroxysme, au maximum. Et quand elle joue, c'est tout à fait poignant. L'affectivité, pareil. Vénus, carré Pluton. Trigone Jupiter, on fait les choses en très grand, trigone ascendant. C'est une amoureuse, on peut dire, enfiévrée, avec ce Vénus en bélier conjoint à Uranus. Et en même temps, une Liz Taylor noyée et guerrière, malgré tout. Mais guerrière avec une épée en carton, hein, en eau, beaucoup d'eau. Elle est extrêmement, je vous ai dit, extrêmement généreuse. Par exemple, elle est très amie avec Montgomery Clift, et puis la MGM ne veut plus le prendre parce qu'il a des addictions lui aussi, et donc il y a trop de risques que ça ne marche pas. Donc l'assurance est hors de prix pour lui. Eh bien, elle offre de payer l'assurance de Montgomery Clift, qui est très chère, pour que la MGM accepte de l'embaucher. Elle aide énormément tout le monde. Et du coup, de victimes, d'enfants victimes, de femmes victimes des hommes, d'actrices exploitées où on ne voit que son image, etc., eh bien, elle endosse le rôle de sauveur. Et c'est la première à soutenir les malades du sida, parce que c'était une maladie honteuse. Personne, on regardait ça du bout des doigts en se pinçant le nez et de très loin. Eh bien, elle y va, elle les soutient avec tout son argent, elle soutient, c'était des gays, la communauté des acteurs gays. Elle n'a pas peur, on va dire, de se salir les mains et de les soutenir. Et elle va faire reconnaître cette maladie comme une véritable maladie et qu'il faut soigner les gens. Et c'est grâce à son argent, à son aura et à sa grande fidélité envers ses camarades. Hein? Et ça, c'est encore du Poisson. Cette lune noire et le nœud nord en Poisson. Je vais agir dans mon monde, c'est-à-dire son monde d'Hollywood, la maison 3. Évidemment, son monde, il est grand pour nous, mais c'est quand même son petit monde. Et je vais agir et je vais vous sauver et je vais faire les choses pour vous. Donc, elle devient sauveur. Elle passe de victime à sauveur et c'est encore une caractéristique neptunienne. Alors, comme je vous ai dit, une vie plus grande que la vie, larger than life. Et c'est aussi ce Neptune en maison 9, parce que quand même... Alors, évidemment, il est étriqué en Vierge. En fait, ce n'est pas qu'il est étriqué, c'est qu'il a des exigences. Il cherche la perfection.
Alors déjà qu'on cherche la fusion totale, mais quand on veut la cherche avec la perfection et la pureté, évidemment, c'est complètement irréalisable. Et tout ça, la Maisonneuve, c'est le cinéma, bien sûr, la spiritualité, comme je vous ai dit. Et elle va se marier 8 fois. Donc, il y en a toujours trop. Hein, il y en a toujours trop parce que la Lune, elle est également trigone à Junon. À chaque fois, elle se marie. Alors, je vais vous parler aussi, donc je vous ai montré oui, les autres mariages, donc tous les mariages. Donc, j'ai essayé de voir pourquoi c'était tellement important avec Richard Burton. Elle a dit, il n'y en a qu'un qui a compté, c'est lui. Tous les autres, finalement, ne servent qu'à vous tenir la porte et à porter votre manteau dans une soirée. Mais c'est tout. Ils n'ont aucune importance, c'est toujours aimable, mais le seul, c'est lui. Alors, les voilà dans toute sa beauté. Et voilà Richard Burton. Alors, c'est intéressant, je trouve, de les comparer. Lui, c'est un Gallois d'une famille extrêmement pauvre qui a gagné. C'est grâce à son physique et évidemment à son jeu d'acteur qu'il est devenu tellement célèbre. Alors, elle l'épouse en 64, 10 ans, ensuite il divorce et l'année d'après, elle se remarie pendant 1 an. Et quand elle va rencontrer au moment du tournage de Cléopâtre Richard Burton, évidemment, Neptune transitait sa lune pour remettre encore du flou et elle avait l'impression avec lui qu'elle avait trouvé son idéal. En tout cas, elle avait trouvé son alter ego. Elle a reçu un Oscar en 60 et en 66 pour Qui a peur de Virginia Woolf. Donc, elle a été aussi très reconnue par ses pairs. Et à partir de 80, elle ne joue plus, elle est trop vieille, et là, elle s'investit contre le sida, comme je vous ai dit. Alors, on peut comparer l'attraction qu'il y avait entre deux. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, la Lune, lui, il est Scorpion, et la Lune d'Elizabeth Taylor arrive sur le Soleil de Richard Burton. Alors déjà, ça, c'est très, très bien pour un couple. Lune, Soleil, ensemble. Et puis évidemment, comme il a ce Saturne, lui, il vient d'un environnement très pauvre, etc. Alors on peut dire qu'il la frustre, il éteint sa féminité. D'ailleurs, il lui tapait dessus. Le soleil, qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Oui. Qu'est-ce que j'ai marqué? Soleil opposé Lune. Alors, je crois que je me suis trompée. Bon, Neptune, conjoint, son Neptune, le sien, conjoint à la Lune, conjoint à sa Lune. Alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Attendez, je suis en train de me mélanger, je ne m'y retrouve plus. Ah voilà, la Lune d'Elisabeth est sur Neptune. Non, sur la Lune de Richard Burton. Donc, elle représente, enfin, vous voyez, on rêve ensemble et il y a une idéalisation sensationnelle de l'un avec l'autre. Sa part de fortune, ici, début Bélier, est sur l'ascendant de Richard Burton. Et il a dit, ma plus grande chance est de l'avoir rencontré. Dans ma vie, ça a été ma plus grande chance. Ben oui, comme elle a sa part de fortune sur son ascendant, on peut dire que c'est littéral. Son vertex, qui est très important dans les rencontres karmiques, ici, tombe sur le nœud nord de Richard Burton. Donc, c'était vraiment sa mission de la rencontrer, et également sur sa lune noire. Donc, il lui en demande beaucoup. Il la met au défi d'être à la hauteur de cette rencontre karmique. Nœud nord, ici, porte de fortune, opposé au vertex de Richard Burton. Là, je ne l'ai pas mis et il est là. Vous voyez, elle est là, c'est ici. Nœud sud d'elle, conjoint donc à son vertex, c'est une très vieille rencontre, 2 vieilles âmes qui se sont retrouvées pour le coup. Et le Saturne d'Elizabeth Taylor est conjoint, Saturne fin ici, est conjoint
au nœud sud de Richard Burton. Donc, il y a une dette entre deux. Il y a un sentiment de culpabilité et de dette, puisque c'est jamais bon d'avoir la planète de quelqu'un sur son... Enfin, d'avoir le nœud sud sur la planète de quelqu'un. Allez, on va remettre le couvert, on va recommencer, on va terminer le travail non fait. Et quand c'est Saturne, ce sont des obligations. Ils ont, comme vous voyez, tous les deux la lune noire conjointe au nœud nord, bon, dans des signes différents. Mais ils ont ça tous les deux. Donc, c'est un destin lourd, 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 lourd. Hein? Et puis, leurs Mars sont en trigone. Mars Poisson, ici, hein, comme ça. Leurs Mars sont en trigone. Elle disait de lui qu'il était une dynamite sexuelle. Dynamite, elle disait ça. Alors, c'est cette attirance avec les Mars en trigone. Et puis, sa Vénus-Uranus extrêmement pétillante était au quinconce de son soleil à lui. Alors, au quinconce, en fait, il l'éteignait, si on veut. Il essayait de la calmer avec ce Saturne ici au quinconce de sa lune Uranus. N'empêche qu'il y avait quand même le soleil. Mais il essayait de la rendre raisonnable, arrête de boire, etc. Ils ont tous les deux aussi un ascendant en feu. Donc, tout ce qu'on a pu lire sur leur ménage tourmenté et violent, on trouve ces explications ici. Elle a toujours recherché, je vous l'ai dit, avec ses conjoints, l'idéal, elle ne l'a jamais trouvé. Opposition, Mercure, maître de la maison 7, à Neptune. Alors, lune scorpion, hein, sa vie affective, lune scorpion, très passionnée, très tourmentée, et Vénus en bélier, conjointe à Uranus, c'est parfaitement explosif. Et elle disait, les choses qui sont importantes pour moi, être une mère, bien sûr, la lune en scorpion, elle veut tout, une femme d'affaires, une activiste. Je veux être tout ça. Ce sont toutes les choses, et toutes les choses qui sont le fruit d'une grande passion. On ne va rien faire à moitié. Voilà. Alors, peut-être que vous aussi, vous voyez des choses dans ces thèmes, ou dans le thème d'Elizabeth Taylor, des idées que vous avez eues, qu'on pourrait rajouter, que je n'ai pas dites. Vous voulez dire des choses, participer? Ah oui, il y a des gens qui disent des tas de trucs. Oui, Pluton, Lune, oui. Et Chiron de Richard sur la Vénus. Oui, eh bien, c'est ça, qui l'a fait souffrir à ce point-là. Et alors, quand il est mort à Genève, il était marié à quelqu'un d'autre, et il lui a écrit juste la veille de sa mort, il est mort à 58 ans en Suisse, elle était en Amérique, il lui a écrit, je vais de nouveau, il a dit, your home, vous représentez ma maison, mon foyer où je veux être, et je veux rentrer à la maison. Donc ça avait l'air de dire, je veux vous épouser une troisième fois. Et le lendemain, il est mort. Donc elle s'est fait enterrer avec cette dernière lettre de Richard Burton. Mais elle n'a pas eu le droit d'aller à l'enterrement parce que la nouvelle femme de Burton n'a pas voulu qu'elle vienne. Elle a dit non, ça va faire trop de paparazzi et ça va nous brouiller, nous gâcher complètement l'enterrement. Donc, elle n'a pas pu y aller, elle y est allée après, bien après. Voilà. Et elle est enterrée en Amérique. Elle n'est pas enterrée avec lui. Mais elle est enterrée avec sa dernière lettre. Voilà. Et puis après, il y a eu la vente aux enchères de tous ces bijoux, de tous les bijoux de Richard Burton. Et avec tout cet argent, elle a donné à la croisade contre le sida. Et elle était extrêmement fidèle avec ses amis du cinéma. Elle ne les lâchait pas hein, quand ils avaient des temps d'ennui, évidemment, même Michael Jackson, etc., elle les aidait énormément. Voilà, moi j'ai fini ma petite partie. Peut-être vous aurez d'autres idées tout à l'heure. Alors on peut passer, si vous voulez, à l'étoile évolutive, où on peut, en comparant, c'est assez intéressant, on retrouve des choses Alors j'ai fait elle avec son thème astral, si on veut voir des points communs. Et puis après, les deux étoiles évolutives avec Richard Burton. Et il ne s'appelait pas Richard Burton. Elle s'appelait Elizabeth Taylor pour de vrai, c'est son vrai nom. Mais lui, non, il s'appelle Richard Jenkins.
Donc, j'ai fait les deux pour qu'on voit ce qui marche le mieux, quoi. Voilà. Si tu veux démarrer, Nathalie. Alors, on peut y aller. Déjà, Catherine vous dit qu'Elizabeth Taylor, c'est une neptunienne. Donc, j'ai envie de demander à celles ou ceux qui connaissent le tarot, par quels arcanes nous pourrions voir que ce côté neptunien d'Elizabeth, puisque nous avions fait à l'AFDAF une conférence qui mettait en lien les planètes et les arcanes du tarot. Est-ce que quelqu'un a une idée? Moi, je pourrais mettre le mât, non? Alors, moi, ce qui m'arrangerait, c'est que ce soit un arcane qui soit dans l'étoile évolutive d'Elizabeth. Le pendu, Ah non? oui, c'est Oui. le pendu. Oui, tout à fait. Et effectivement, le pendu a cette dimension, de par la foi, de par le côté mysticisme, a un côté bien évidemment très neptunien. Et puis, nous avons aussi un autre arcane dans l'étoile évolutive d'Élisabeth qui nous parle de Neptune. C'est pas le pape en bas, non? Ça pourrait, mais on va dire que tu brûles, Fabienne, puisque c'est un arcane qui est très, très fortement en lien avec le pape. On ne voit pas très bien. Il y a la papesse, non? Non, non, puisque non, la elle est pas là. papesse… On ne la voit pas. Hein? Ouais. Non, ça On ne serait la voit pas l'étoile. parce qu'elle n'y est pas. Ouais. Oui, Oui, son champ magnétique, par le fait. Voilà, exactement. Ça serait l'étoile qui est le champ magnétique du pape. Donc, effectivement, quand dans une étoile évolutive, vous avez la présence du pendu de l'étoile et je dirais en plus du monde que Elizabeth Taylor n'a pas, mais vous verrez avec l'étoile de Richard Burton, lui par contre, il a les trois arcanes, pendu, étoile et le monde. Eh bien là, c'est important de regarder au niveau du thème astral, il y a de fortes chances qu'il y ait une dominante neptunienne. Donc, bien évidemment, on connaît Elizabeth Taylor, bon, par ses films, évidemment, pour sa grande beauté, mais on la connaît aussi avec cette image de grande amoureuse, puisqu'elle s'est mariée 8 fois. Donc, évidemment, ce n'est pas étonnant du tout de trouver un amoureux au poste 9. Donc, le poste 9, il est en haut à gauche. Le poste 9, c'est celui qui représente vraiment notre identité, notre soi profond. Et on voit comment dire qu'Elisabeth, évidemment, en grande amoureuse, et d'ailleurs, je vais vous citer une de ces phrases qui, je trouve, illustre particulièrement cet amoureux du poste 9, parce que c'est presque à se demander, bien sûr, qu'elle a aimé passionnément les hommes de sa vie, mais c'est aussi une grande amoureuse de l'amour, puisqu'elle nous dit: quand je ne suis pas avec celui que j'aime, j'aime celui avec qui je suis. Donc, dans cette phrase, on peut voir effectivement une grande amoureuse de l'amour. Et il y a une autre petite citation, pareil, sur cet amoureux poste 9. Elle a dit: tout est question d'espoir, de gentillesse et de connexion les uns avec les autres. Alors oui, effectivement, j'allais la citer, et notamment avec l'étoile aussi, puisque cette notion d'espoir, puisque l'espoir, c'est quand même vraiment un mot-clé de l'étoile, puisque l'étoile, c'est l'espérance. Connexion avec les autres, évidemment, par ce côté neptunien de l'étoile. Donc, effectivement, cette très belle citation qui illustre et son amoureux du poste 9 et son étoile du poste 14. Alors, ce qui est intéressant dans son étoile, c'est de voir qu'effectivement, bien sûr, que ça a été une très grande amoureuse avec l'amoureux au poste 9. De toute façon, ça nous donne déjà cette signature, mais qu'à chaque fois, elle a eu besoin, enfin, peut-être pas à chaque fois, mais en tous les cas très souvent, elle a eu besoin d'officialiser ses amours. Et on ne sera pas étonné du coup de trouver l'arcane de l'officialisation qui est la justice au poste 5. En même temps, avec cette force au poste 1, on peut supposer que toute sa vie, elle a été à la recherche de son double en fait. D'ailleurs,
quand on regarde ces archives intérieures, alors les archives intérieures, c'est vraiment ce qui nous parle de notre karmique, de nos mémoires, hein, et ça va être l'addition. C'est un arcane secret, c'est-à-dire qu'il ne va pas être forcément visible dans l'étoile, mais c'est l'addition des deux postes de manque, c'est-à-dire du poste 2 et du poste 4. Donc, si on additionne l'arcane sans nom, donc 13 plus 16, ça nous donne 29, et 29, bien sûr, comment dire, ça nous ramène à 11. Donc, on sent dans le karmique d'Elizabeth Taylor, effectivement, déjà cette recherche du double et de cette passion, je dirais, pour l'autre, je dirais même d'être complète à deux, en fait. Maintenant, si on cherche sa clé de guérison, donc à ce 29, on va additionner son année de naissance, donc ça nous fait 15, et bien on va trouver 44. 44 qui nous ramène à la justice. Donc, comme vous disait Catherine tout à l'heure, notamment par rapport à son histoire avec Richard Burton, il y avait vraiment un karmique, une culpabilité, comme une faute en fait à racheter. Et avec cette clé de guérison qui est la justice, eh bien, ça vient nous confirmer cette notion-là. Surtout que vous verrez quand on va regarder l'étoile évolutive de Richard Burton, que lui aussi, il a une clé de guérison justice. Donc, on sent vraiment chez les deux personnages une faute à racheter par rapport à la notion du partenariat et du couple. Alors, bien sûr, on voit cet arcane sans nom au poste 2. Donc, Catherine vous a parlé au niveau de l'astrologie, c'est-à-dire cette problématique d'identité, cette petite fille, en fait, qui a dû jouer très tôt plusieurs rôles au point de se demander qui elle était. C'est intéressant de voir aussi que sa promesse de vie nous donne un arcane sans nom, puisque la promesse de vie, c'est notre contrat, en fait, ça pourrait être un petit peu notre nœud nord, c'est-à-dire la promesse que notre âme va faire pour cette incarnation. Donc, c'est l'addition de l'arcane en poste 3 et de l'arcane en poste 5. Donc, si on fait 8 plus 5, ça nous donne 13. Donc, il y avait véritablement, comment dire, cette problématique d'identité dont elle a fait la promesse, en quelque sorte, de pouvoir résoudre. En tous les cas, elle l'a résolu ne serait-ce que par le fait que son nom est immensément connu. Mais bien évidemment, un arcane sans nom au poste 2 ne nous parle pas seulement d'une problématique d'identité, ça vient nous parler aussi des problématiques de dos, des problématiques d'ossature. Donc, comme vous le disait Catherine, elle est née avec une scoliose, hein. Et puis, elle avait une double courbure en fait de la colonne qui a fait qu'elle a été obligée à certains moments d'être en fauteuil roulant. Alors, cette notion du fauteuil roulant, on peut le voir, alors je dirais déjà, mais c'est juste un petit indice, hein, avec le pendu du poste 11, mais surtout avec le fait d'avoir 4 fois l'arcane du chariot. On sait avec l'étoile évolutive que si on a une répétition de 3 fois du même arcane, c'est ce qu'on appelle une pyramide, c'est-à-dire que les qualités de l'arcane sont portées à leur maximum, mais par contre, si on a 4 fois le même arcane, là, ça vient nous bloquer. Et dans beaucoup d'étoiles évolutives que j'ai pu voir, quand on a 4 chariots, ça prédispose à une problématique au niveau de la mobilité. Et d'ailleurs, sur cette image du chariot, on pourrait presque imaginer en fait la dimension du fauteuil roulant. Donc, quand il y a 4 chariots dans une étoile évolutive, toujours intéressant de se poser la question de ce qui empêche en fait la dimension de la mobilité. Alors, bien évidemment, comment dire, Elizabeth Taylor, c'est aussi en dehors, j'allais dire, de cette référence emblématique de la beauté et de l'amour, il y a aussi toute cette dimension de la générosité. Et puis de l'amour, pas seulement, je dirais, pour son partenaire, mais de manière plus collective, puisqu'elle va avoir tous les arcanes d'amour. Alors, les arcanes d'amour, bien sûr, seraient l'amoureux,
qui est au poste 9. Mais le pape aussi, qui est vraiment un arcane de bienveillance de celui qui s'est donné. Et puis la force, qui est aussi un arcane qui va vraiment s'intéresser à l'autre. Un autre arcane de lien fait partie de cette trilogie, c'est le diable. Alors le diable, il ne va pas apparaître de manière visible, mais c'est quand même son ancrage karmique. Alors l'ancrage karmique, ça nous fait partie aussi de nos mémoires et c'est l'addition de l'arcane en poste 3 et de l'arcane au poste 10. Donc, et c'est l'ancrage karmique, c'est vraiment un arcane extrêmement important puisque c'est celui qui est en fait le point de jonction entre nos mémoires personnelles et nos mémoires ancestrales. Et le fait d'avoir ce diable, moi, je me suis posé la question si ce n'était pas ce diable en ancrage karmique qui avait justement motivé toute son œuvre justement par rapport à la lutte contre le sida, qui est quand même, entre autres, une maladie sexuellement transmissible. Puisqu'on sent qu'il y avait vraiment une notion, j'allais dire, de mémoire à réparer là aussi par rapport à cette notion de sexualité. Donc, ah oui, j'allais citer, comment dire, la citation, mais Catherine l'a citée. Mais le diable, bien évidemment, c'est aussi les passions. Et comme on le voit au niveau de son thème, c'est-à-dire par la conjonction Uranus-Vénus en bélier en plus, donc il donne ce côté fougue, eh bien ce diable d'ancrage karmique va lui donner ce tempérament passionné. D'ailleurs, elle dira « J'ai toujours admis que je suis gouvernée par mes passions ». Et en fait, je pense que c'est ce qui peut complètement résumer Elizabeth Taylor et sa personnalité et sa vie, c'est-à-dire vraiment cette notion de passion où elle écoute que son instinct. D'ailleurs, au moment de sa mort, eh bien, nous voyons qu'elle a le diable au poste 7 et l'amoureux au poste 8, donc c'est-à-dire vraiment les deux arcanes d'amour. Alors, avant que je continue avec la comparaison des deux étoiles, c'est-à-dire celle d'Elizabeth Taylor et celle de Richard Burton, que vous verrez qui sont absolument subjugantes quand même au niveau de cette notion d'attraction. Est-ce que vous auriez des questions ou des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai énoncé ? Je voudrais dire une petite chose. Il y a quand même aussi le soleil en arcane d'amour et de partage. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Et surtout placé comme ça, enfin en maison 6, en poste 6. Exactement. Et alors, oui, Pardon. vas-y. Non, vas-y, je continuerai après. Bon, et puis alors, une autre citation, le pape en poste 3, elle a dit « Donnez, rappelez-vous de toujours donner, c'est la seule chose qui vous fera grandir ». Donc, c'est vraiment, elle est venue en poste 3 pour donner, pour montrer toute sa générosité. Enfin, pas montrer sa générosité, je veux dire exercer sa générosité. Et elle disait aussi, alors avec je pense à ce chariot ici en poste de guérison, je n'ai pas peur, la vie est une telle aventure pour moi. Là, elle a sublimé, si on veut, ces 4 chariots. Mais celui-ci qui est là-haut, la vie est une aventure. J'ai pas peur, c'est ce chariot. Là-haut. Quand on dit qu'on n'a pas peur, c'est qu'on a peur, à vrai dire. Sinon, on dit j'ai confiance. Non, mais on dit même pas peur. Vous savez, les enfants, ils disent ça, même pas peur. Bon, alors, c'est les 4 chariots qui font qu'elle a peur, et elle dit, mais j'ai pas peur, avec ce chariot placé là-haut. Oui. Ils sont tous les deux marqués par l'eau et le feu. Est-ce qu'on peut le voir dans l'étoile évolutive au niveau des éléments? Alors, déjà par le soleil, dont vient de vous parler Catherine, parce qu'effectivement, le poste 6 est quand même un poste extrêmement important. Et puis, l'eau, on pourrait le voir par rapport à la roue de fortune, qui est un arcane karmique, donc je dirais un arcane d'eau.
je dirais principalement effectivement la roue de fortune pour l'eau. Mais on voit que ces deux arcanes, Soleil et roue de fortune, sont quand même à des postes particulièrement importants. T'as dit, on voit, bon, tu disais qu'elle avait mal au dos et tout, c'est une remarque un peu naïve, mais quand tu regardes la carte que vous avez faite avec Catherine sur l'arcane sans nom, tu vois sur le dos, on voit la colonne vertébrale avec tous les chakras et tout. Est-ce que justement à ce poste-là, on peut voir les problèmes physiques qu'elle a pu avoir et tout ça? Le poste 2, c'est le poste vraiment somatique par excellence. Donc, le premier poste dans une étoile évolutive qui va nous informer des problématiques de santé, c'est le poste 2. Et là, on voit bien, donc là, vous avez dessiné justement ce dos avec tous les chakras, les petites couleurs et tout. Donc, ça représente bien peut-être les problèmes qu'elle a eu à la colonne vertébrale et le nettoyage qu'elle devait faire peut-être dans sa vie au niveau karma, peut-être. Exactement, bien sûr, parce qu'en ayant une justice au poste 5 et une roue de fortune au poste 10, on sent qu'il y avait vraiment des mémoires aussi bien personnelles, c'est-à-dire karmiques à nettoyer, que transgénérationnelles. Ouais, transgénérationnelles, à mon avis. Oui, complètement. Et parce puis, que quand tu as Vénus sur Uranus en 4 en plus, ouais. voilà, on sent qu'il y a des mémoires générationnelles, peut-être au niveau des femmes, ou voilà, donc importantes qu'on peut retrouver peut-être effectivement à ce niveau-là. Ouais, Complètement. Et puis, les 4 chariots peuvent indiquer aussi la chute, comment dire, à cheval. Hein, puisque quand on a 4 fois le même arcane, ça va induire, comment dire, une problématique avec cet arcane. Donc, bien évidemment, le chariot représente les chevaux. Donc, la chute à cheval, là, elle se laisse deviner aisément, qui, bien évidemment, a beaucoup contribué à amplifier ces douleurs dorsales, bien sûr. Et moi, ces 4 chariots, ils me font penser, ça fait idiot, hein, parce que je pensais à ça quand tu disais le fauteuil roulant, mais le fauteuil roulant, il n'a que 2 roues. Alors, 4 chariots pour 2 roues, ça fait beaucoup. Mais après, je me suis dit, ça me fait plus penser à Cléopâtre, au char. Elle est toujours dans un char dans ce film. Enfin, les Romains, ils sont sur un char. Mais un char, ça n'a aussi que 2 roues. Un char romain, c'est pas mieux que le fauteuil roulant. Mais enfin, pour dire, elle est l'image de, enfin, ça dépend des personnes, hein, et des films, évidemment. Mais c'est quand même Cléopâtre. C'est là qu'elle a rencontré Richard Burton et elle est sur un char romain. Donc, ces 4 chariots, c'est aussi le char romain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez curieux. Là, on peut dire le diable se cache dans les détails. Hein. C'est un petit détail, mais c'est toujours symbolique. En tous les cas, le chariot est au poste 13, le poste de ses aspirations amoureuses. Donc, effectivement, la notion du char et du chariot répondait à ses aspirations amoureuses. Et dans ce film, il est toujours Richard Burton sur un char. Alors, le goût du mouvement aussi, non? C'est le goût du mouvement aussi. Il y a énormément de mouvement avec ce chariot. Bien sûr. Aussi, ouais. Complètement, tout à fait. Et on verra comment. Alors, Elizabeth Taylor a 4 chariots. Richard Burton, lui, il a 3 roues de fortune. Bon, il a un chariot aussi, hein, mais il a 3 roues de fortune. Donc, la notion du mouvement est quand même très, très importante, aussi bien pour l'un que pour l'autre. D'ailleurs, c'est Catherine qui nous avait donné, comment dire, cette idée, cette image, en fait, que la roue de fortune que vous voyez au poste 12 d'Elisabeth peut représenter aussi la bobine du film. Oui. Et là, pour le coup, je dirais que c'est absolument littéral, puisqu'elle a la deuxième roue de fortune qui se trouve au poste 12, qui est le poste professionnel. Oui. Et sa mère, enfin là, sa mère était actrice déjà. Mais enfin, bon, Taylor, c'est le nom de son père. Mais enfin, il y a l'idée de se produire comme ça. Et sa mère était déjà actrice, mais actrice de théâtre. Donc, ce n'était pas la bobine. Mais elle a quand même des signes de feu très importants. Pas bien. Donc, il y a ce mouvement, il y a ce feu. Le chariot, moi, je le raccroche aussi au signe de feu. Oui. Pour moi, par le mouvement, ça serait plus peut-être en lien avec les signes d'air. Mais oui, mais enfin, Uranus, Bélier, tu as quand même du feu. Bien sûr, complètement.
Tu vois ce que je veux dire? Du feu même un peu, peut-être un peu nerveux. Oui, Enfin, je veux dire, elle a une carte, un thème où on voit qu'il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a du... Et c'est pas que de l'eau. non, non, bien sûr, c'est pas que de l'eau. Et je dirais qu'il y a surtout du mouvement, peut-être plus que Oui, d'action, tu vois, oui, d'accord. De euh, mouvement. de par. Mais en fait, toute cette dimension feu, moi, je la vois vraiment dans ce soleil. Ah ouais, mais je vois pas le même feu. Oui, ce soleil, tu vois, Je suis du sûre, personnage pardon. public aussi. Ouais. Du personnage public, du soleil, comment dire, qui est en quête aussi de l'autre, puisque sur le soleil, il y a quand même deux personnages. Donc, je pense qu'elle a très, très bien incarné son soleil au poste 6. Et ce soleil en poste 6, c'est la fraternité, et elle a quand même elle a soleil, Mercure, tout ça en maison 3, Ouais. la maison fraternelle de ses frères. Et tous ses amis gays, acteurs gays, elle était extrêmement amie avec eux, ce sont des frères. En aucun cas, ce n'étaient des conjoints. Vous voyez, je veux dire, ce n'est pas le même regard, évidemment. Ses meilleurs amis, c'était Montgomery Clift. Quand Rockinson est mort, ça a été dramatique, etc. C'est cette maison 3 et probablement, je trouve, avec ce soleil de fraternité. Et puis, moi, je trouverais, mais bon, ça m'est personnel, je ne sais pas trop si on pourrait dire que c'est vrai, mais on a dit que ces archives intérieures, c'était une force. Alors, archives intérieures, c'est une difficulté, puisqu'on additionne 2 et 4, la force. Et puis, justement, elle l'a en talent. Alors, je me suis dit que, quelles que fussent les difficultés, elle savait trouver ce qui lui manquait. Elle allait faire face. On pourrait dire quelqu'un qui se retrouve avec des archives intérieures, la même arcane avec le talent, on pourrait dire, vous inquiétez pas, elle va y arriver. Elle aura le talent pour surmonter ça, pour endiguer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et c'est pour Tout ça ce qu'on pourrait penser que le chariot, elle saura mener sa vie, elle saura mener son... Oui, sa barque, oui. Oui, je cherche. Son char. Oui. Son fauteuil roulant. Avec peut-être deux personnalités, une personnalité Donc, publique. Ça donne cette idée qu'en fin de compte, elle sera toujours, je ne sais pas, Non, elle n'a pas mené grand-chose parce que elle était. D'ailleurs, souvent, quand on fait des biographies d'acteurs américains, ils se plaignent énormément qu'ils sont pieds et poings liés par la maison qu'il est. Enfin, par exemple, la MGM ou oui, MGM, c'est Metro-Goldwyn-Mayer ou enfin toutes ces grosses maisons de cinéma. Ils n'ont pas le droit de jouer à un autre moment. Par exemple, on lui a reproché d'être enceinte quand elle a eu un enfant et d'avoir pris du congé pour son bébé. Et donc, il lui a imposé 1 an de plus avec nous, comme une prison. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ça a l'air d'être doré comme vie, mais ils font strictement pas ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de jouer un autre rôle, ils sont comme un peu les joueurs de foot maintenant qui sont prisonniers d'une équipe. Ils appartiennent à une équipe, on les vend, on les rachète comme du bétail, ils ne font pas du tout ce qu'ils veulent. Et bien, c'était son cas. Et c'était limite. Cette notion de prison, je trouve qu'on la voit bien avec la Maison Dieu au poste 4. Quand on a, en amoureux au poste 9, évidemment, on a une Maison Dieu au poste 4. Et c'est toujours intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui nous emprisonne. Et pour revenir sur ces 4 chariots, vraiment, quand on a 4 arcanes identiques, c'est quand même très rare de les vivre bien. Alors, effectivement, le chariot, c'est la maîtrise. Mais quand on en a 4, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose d'autre qui va maîtriser notre vie. Peut-être un excès, justement. Elle voulait toujours tenir tous les rênes. Il paraît qu'elle était quand même très capricieuse. Donc, elle voulait tenir tous les rênes. Peut-être trop de rênes. Caprice de diva. Oui. Caprice de diva, voilà. Elle était prisonnière de l'alcool, prisonnière de ses addictions, des drogues. Et là, pardon, vas-y. Et puis, je ne sais pas comment elle enchaînait les maris comme ça, à peine divorcés de l'un, hop, un autre. C'était comme une course-poursuite après quoi? Après l'amour.
Bah, oui, après cet idéal qu'elle ne saisissait pas. Pourquoi s'imaginer que le suivant serait mieux que le précédent? Ça, c'est curieux, ça, quand même. Ils n'ont pas la même vie que nous, les acteurs. Ils sont prisonniers de leur image. Je pense qu'ils perdent Exactement, un petit oui. peu le nord, quelque Ah part. ben, le sens des réalités, elle ne l'a jamais eu. Oui. Pour le coup, elle ne l'a jamais eu. Et je pense qu'avec son Saturne en 2, elle n'avait pas forcément une belle image d'elle-même. Et Ah non. pour elle, elle pouvait exister qu'en couple, en fait. Comme si eh bien, le lien avec elle-même était, je ne veux pas dire inexistant, mais en tous les cas, pas suffisamment important pour la remplir. Et donc, du coup, on va continuellement sur une quête de l'autre, en fait. Et d'ailleurs, il y a ils sont conjoints très, très, très serrés, hein, 7, tous les deux sur le même degré. Le Soleil et Mercure mettent de 7. Ouais. Oui. Et puis, quand on parlait des addictions, évidemment qu'on a là cette notion que ces problèmes de dépendance alcoolique notamment sont certainement transgénérationnels avec un pendu au poste 11. Puisque là, ça vient nous parler des mémoires ancestrales. Le fait d'avoir, tu vois, l'amoureux poste 9, poste 8, même si poste 8, c'est le 23 mars 2011, c'est ça, hein. Donc c'est ce qui correspond à la révolution solaire, en fait. Mais du coup, tu vois, le petit ange, il la pointe, en fait. Imaginons qu'elle est au milieu, c'est comme si elle avait été l'élu, en fait. Et peut-être que au poste 9 et au moment de son départ, elle était, enfin voilà, elle a été à nouveau l'élu, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce petit ange, justement, qui pointe la flèche sur elle, peut-être une protection qu'elle a eue tout au long de sa vie, ou voilà, ou peut-être les hommes étaient protecteurs, ou elle avait une autre protection divine. Et ce qui correspondrait aussi peut-être au chariot avec les chevaux, voilà, qui regardent dans la même direction, mais ils ne marchent pas dans la même direction, en fait. Peut-être qu'elle avait une double personnalité, effectivement une personnalité peut-être plutôt dépressive, à l'intérieur de son foyer, et puis sa personnalité publique, en fait. Peut-être que ça peut correspondre au chariot, je ne sais pas, c'est juste une suggestion. Mais ce sont deux c'est signes intéressant. mutables. Le poisson, c'est un signe mutable, le Sagittaire aussi. Elle a quand même beaucoup de signes mutables dans son... Ça indique le mouvement, mais le mouvement, Ouais. L'agitation. Oui. L'agitation, oui. En tous les cas, question vie troublée, ces unions, je veux dire, le Pluton en maison 7, il n'est pas très favorable aux unions. Avec aussi la cuspide de la 7 en Gémeaux, bon, il peut y en avoir plusieurs, pas seulement deux. Son carré de Pluton à Vénus, bon, bah, c'est pas trop une vie équilibrée, je dirais, tranquille. C'est pas une vie tranquille du tout sur le plan amoureux, sur le plan affectif. C'est clair. Les gens qui ont un carré entre Pluton et Vénus, c'est pas être torturés malgré sa lune en Scorpion, mais ils ont une passion qui peut les dévorer et les emmener dans des trous pas possibles. En plus, bon, je ne sais pas si l'heure est exacte, puisqu'on ne peut pas trop savoir, mais avec cette conjonction, on va garder ça, avec cette conjonction de Uranus et Vénus au fond du ciel, ça lui crée une instabilité du foyer. À la limite, elle a beaucoup bougé quand même, hein, elle n'a jamais eu une stabilité. Je ne connais pas sa vie enfant, mais là, c'est clairement marqué aussi. Donc, c'est ça, sa passion amoureuse, tout ce qui touche Neptune, à chaque fois Pluton. Neptune, je raconte Pluton, Vénus, ça crée vraiment des vies passionnées sur le plan sexuel et puis sur le plan amoureux. Donc, c'est assez clair, toutes ces unions qui ne tiennent pas, hein, qui la font souffrir. Non? Ben, complètement. D'autant plus que Pluton est quand même conjoint à Junon. Donc, il va rajouter effectivement cette recherche, ben, je dirais presque à la vie, à la mort, hein, cette recherche presque d'absolu. Voilà. Eros et Thanatos. Pluton est intense hein, quand même. Hein. Donc, elle devait être frustrée sur ce côté-là, vraiment vraiment souffrir sur le plan des unions qui se défont sans arrêt. Ça ne devait pas être très la joie, à mon avis. Franchement, elle ne devait pas s'amuser. Ça devait être enfin, ça devait être intense, quoi, quelque part. Ce n'est pas une collection, c'est parce que ce n'était pas possible. Pluton en maison 7, ça nuit totalement. Je veux dire que, voilà. Donc, enfin, voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci.
Alors, si vous voulez, on peut regarder les 2 étoiles à côté d'Elizabeth Taylor et de Richard Burton, parce Alors, que, ouais, on va garder celle-ci. Le Jenkins, c'est son vrai nom ou Oui. l'autre? J'ai mis les deux pour voir laquelle allait le mieux. Oui. Tu préfères laquelle? Ben, moi, c'est Jenkins parce que, en fait, Elizabeth Taylor, comment dire, elle a été profondément amoureuse de Richard Jenkins, c'est-à-dire vraiment de La vraie personne. De la vraie personne, oui, Pas complètement. l'acteur. Elles sont intéressantes toutes les deux, hein, mais oui. Alors, déjà, ce qu'on va remarquer, c'est que les 2 personnalités ont toutes les 2 le même champ magnétique au niveau de l'ancestral. Donc, elles ont toutes les 2 roue de fortune au poste 10. Donc, j'ajouterais quand même qu'une roue de fortune arcane 10 au poste 10, ben, cette roue de fortune, elle est en domicile. Donc, on sait qu'il y a aussi bien dans la vie de Liz Taylor que de Richard Burton, il y a des mémoires ancestrales qui vont se rejouer. Donc, bien évidemment, hein, si on a une roue de fortune au poste 10, on va avoir un pendu au poste 11. Donc, le pendu, vraiment l'arcane des mémoires transgénérationnelles. Et comment, dans une étoile évolutive, on résout nos mémoires transgénérationnelles? C'est par rapport à l'énergie de notre prénom. Et l'énergie de notre prénom, c'est le poste 15. Et là, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'ils ont tous les 2 un chariot au poste 15. Donc, on a vraiment, comment dire, l'impression, je dirais, d'une histoire commune, d'un travail commun pour sortir, comment dire, de ces mémoires ancestrales. Ce qu'ils ont besoin, déjà, c'est d'oser, d'être audacieux. D'ailleurs, Liz Taylor, comment dire, le dit bien quand elle dit, voilà, la vie, c'est une aventure. Et surtout, de tenir les rênes de leur vie, mais j'ai envie de dire aussi de leur passion. Passion dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire de ce qui nous rend passifs, de ce qui est plus fort que nous. Donc, c'est un petit peu comme si tous les 2, ils avaient le même programme commun, c'est-à-dire des mémoires transgénérationnelles particulièrement importantes et le devoir, en quelque sorte, de maîtriser leur vie pour reprendre justement la maîtrise de leur existence. Alors, on a vu, comment dire, que la force est un arcane important pour Elizabeth Taylor, puisque c'est le poste 1, c'est l'arcane de son talent, c'est l'arcane de ses archives intérieures. Et pour Richard Burton, eh bien, cette force, elle va se trouver déjà en pyramide, puisqu'elle va se trouver au poste 3, au poste 5 et au poste 12. Donc, la force au poste 12 peut d'ailleurs nous indiquer, puisque le poste 12, c'est le professionnel, que c'est par le lien professionnel, par le contexte professionnel, qu'il va trouver son alter ego, puisqu'on a la force à cet endroit-là. Et puis, cette force qui est justement, comment dire, la recherche du double, on le trouve et dans son programme de vie et dans sa trajectoire. Donc, ce qui va nous donner aussi, voilà, ce sont des postes quand même particulièrement puissants. Autre point commun entre les 2, c'est qu'en fait, tous les 2, ils ont des arcanes identiques au poste 16 et au poste 17. C'est-à-dire qu'Elizabeth Taylor a chariot au poste 16 et au poste 17, et Richard Burton a roue de fortune au poste 16 et au poste 17. Alors, bien sûr, ce sont des arcanes différents, mais qui sont quand même beaucoup en lien tous les 2, puisque roue de fortune et chariot, ce sont les 2 seuls arcanes avec des roues, qui indiquent vraiment la nécessité d'un mouvement pour justement sortir d'une inertie ou de sortir d'un schéma de répétition. Et puis, bien évidemment, l'élément qu'ils ont en commun, c'est la clé de guérison justice. Alors, les mémoires d'Elizabeth Taylor, c'était la force. Celles de Richard Burton, ce sont la lune. C'est la lune, pardon. Mais par contre, ils vont avoir tous les 2 une justice en clé de guérison, c'est-à-dire vraiment la nécessité de venir épurer, réajuster un karma ancien. Donc, pour Richard Burton avec la lune,
Non, C'est c'est vraiment… un soleil. C'est un soleil. 6 et 13. Ah, Soleil. pardon. Oui. Alors du Soleil. coup, peut-être que je me suis trompée par rapport à… Tu as pris l'autre Burton? Tu as peut-être pris Burton? Je sais pas. non, parce que de toute façon, ça ne change pas. Oui, ça Ça change pas. change pas. Non, ben, ça arrive. Non, Hein. bah alors si… Tu as dû voir, le soleil et tu as écrit lune. Hein. Ça arrive, ça. Oui, ouais, non, j'étais bien restée, comment dire, sur la notion de la lune. Mais donc, du coup, ben non, bon, bah alors j'annule, comment dire, la notion de clé de guérison identique, puisque évidemment, ça va changer la clé de guérison de Richard Burton, qui va lui donner, comment dire, un ermite au lieu d'une justice. En tous les cas, ça n'empêche qu'Elizabeth Taylor, elle va garder, comment dire, cette justice en clé de guérison. Et bien évidemment, ça nous montre à quel point, comme je le disais tout à l'heure, elle venait tenter de réparer en tous les cas des excès par rapport à ses précédentes incarnations. Alors, et bien maintenant, on peut aussi, comment dire, entendre vos idées et vos avis par rapport à la comparaison de ces deux étoiles. La lame 13 en P2 et et de l'autre côté, tu as la lame 13 en P4. Exactement. Comme si tous les deux, ils ont l'arcane son nom dans des postes de manque. Donc, comme tous les deux, il y a une problématique d'identité. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que, quelque part, ils avaient de la difficulté à se passer de l'un de l'autre. C'est comme si ils trouvaient leur identité en étant ensemble, de par justement l'arcane de la force si important, autant dans l'étoile d'Elisabeth que dans l'étoile de Richard. Comme si tout seuls, ils n'arrivaient pas à ressentir qui ils étaient, mais le fait d'être en couple et de plus est ensemble, eh bien, ça leur donnait vraiment cette identité qu'ils recherchaient. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que Richard Burton, il a l'amoureux au poste 2 et que donc des problématiques d'engagement, des problématiques d'amour et notamment d'amour de soi, surtout avec un ermite au poste 9 et que Elisabeth avait l'âme amoureux au poste 9, comme si en fait ce côté débordant d'amour d'Elisabeth venait contribuer à soigner les blessures affectives de Richard Burton. Et j'ai tendance à penser que c'est exactement ce qui s'est passé. D'autant plus que pour Richard Burton, l'amoureux, on va le retrouver aussi à son poste 13, donc c'est-à-dire au niveau du chakra du cœur, au niveau de sa plus grande aspiration. Et c'est certain que c'est quelqu'un qui avait, je dirais, désespérément besoin d'être aimé par rapport aussi, j'allais dire, au fait que lui aussi devait avoir une image de lui pas forcément très, très positive. Je pense que tous les deux, ils ont essayé de guérir l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes par cette notion miroir un petit peu de la force, puisque la force, c'est le seul arcane qui est son propre champ magnétique et qu'ils arrivaient à se trouver beaux et intéressants dans le regard de l'autre. Ça, c'est mon impression à moi, au vu de leurs étoiles. Non, mais alors là, tu viens de le dire, tu viens de l'expliquer, et c'est encore renforcé par le fait que les archives intérieures de Richard Jenkins, c'est le soleil qu'on trouve en abondance chez Elizabeth Taylor. Donc, elle avait de quoi aussi nourrir les archives intérieures. Tu vois ? Complètement. Elle l'a en abondance, ce qui lui le gratte, on va dire. Elle a le baume. Elle a le baume ici pour guérir ça. Complètement. Et puis, c'est quoi les archives intérieures? C'est quoi les archives intérieures? Les archives intérieures, P2. Voilà. C'est quoi? L'addition de ces deux postes. D'accord. Voilà. C'est les deux postes de manque. Et donc, l'addition des deux, ça vient vraiment nous parler de ce qu'on doit prioritairement, guérir dans cette incarnation. Nathalie, tu peux juste reprendre, parce que ça a été un peu vite, le poste 14, ils ont les deux mêmes. Oui, et P15. Les deux étoiles. C'est Catherine qui en parlait, oui. 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 Donc, du coup, ils cherchent eux-mêmes leur propre étoile, quoi, en fait. Ils sont là. Enfin, non, mais littéralement, on peut le prendre littéralement. Ils étaient deux stars.
Star, c'est une étoile. 14, c'est comment ils communiquaient. Eh bien, comment ils communiquent la au monde? communication. Par leur jeu d'acteurs. Ouais. On peut le prendre littéralement, là, je trouve. D'accord. Vous ne trouvez plus, hein, bien sûr, mais 2 étoiles, ce sont 2 étoiles l'une en face de l'autre. On peut dire ça, hein. Ils Regardez, sont ça, l'étoile de l'un et l'étoile de l'autre. c'est visuel, très c'est complémentaires. visuel. Et oui, oui, oui. Ils donnent à rêver aux autres, Ouais. au public. Hein. Ils nous donnent à rêver. L'étoile, elle donne à rêver, elle redonne confiance. Comment on appelle ça? On s'identifie à la beauté d'Élisabeth. C'est pour ça qu'on va au cinéma. Hein. C'est pour rêver. Et puis on devient, alors si on est spectateur, le gars musclé qui était Richard Burton, ou au fond devant Élisabeth, etc., ben, ils étaient l'un pour l'autre. Voyez, c'est quand même extrêmement frappant quand on voit ça. 2 étoiles au poste 14. Et le pendu, tous les deux au poste 11. Oui. Oui. Et oui. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai remarqué 4 de similarité totale là, sur Oui, la... oui. C'est impressionnant le nombre, comment dire, d'arcanes communs qu'ils ont au même endroit. On a l'impression vraiment d'âme sœur, d'une ressemblance assez frappante. Et surtout avec ses forces, parce que la force, c'est vraiment cette notion du complément, en fait. Hein. Oui. Et on sait que parfois la force et la justice, on les met. Ah non, hein, c'est ça. Force Oui, et tout à justice fait. sont mélangées. Exactement. Dans Oui. certains jeux, c'est l'inverse. Et ils l'ont tous les deux. Voyez, Ouais. enfin pour dire. Complètement. Dans la trajectoire. Donc il y avait quand même cette idée de tenir debout, d'être droit dans ses bottes. Or, il ne l'était pas, justement. Il y avait cette obligation ou ce désir ou cette application à ressembler à quelque chose, et ils s'effondraient, puisqu'ils étaient tous les deux victimes de colère, enfin, bon, je n'y étais pas, hein, mais si on lit, les vers valsaient, etc., ils cassaient tout, tous les deux, et c'était des scènes extraordinaires. Et il fallait quand même avoir l'air de quelque chose le lendemain matin pour tourner le film, ou devant les photos, enfin les photographes. Vous voyez, c'est curieux ça. Et lui, il était peut-être plus calme qu'elle, parce que dans son thème, il a quand même du Capri. La lune est en Capricorne, je crois, tu vois. Oui. La lune en Vierge. Il a la lune en Vierge. Et qu'est-ce qu'il a en Capricorne, j'ai vu? Ah oui, et Vénus en Capricorne. Donc il avait l'air quand même un plus tempéré au niveau amoureux qu'elle, qui avait la lune en Scorpion quand même, qui correspond tout à fait bien avec Vénus carré Pluton, d'ailleurs au niveau côté un petit peu passionnel et destructeur, parce que Vénus-Pluton, c'est Carmen, hein, si tu m'aimes, prends garde à toi. C'est ça. Voilà. Et lui, il était peut-être plus froid, plus... Oh non. Parce que tu vois, lune en Vierge quand même et Vénus en Capricorne, tu vois, c'est pas quand même très démonstratif. Il cherchait la femme parfaite. Ouais. Or, il l'a Vénus pas. 10. Non. En tous les cas. La lune en Vierge. Et il devait être tatillon. Ah oui, il devait pas être être drôle. Hein. Et puis soleil Saturne. Oh là là, l'angoissé, le chimenu. Bon, alors, il ne regardait pas pour lui acheter des bijoux. Mais j'imagine que le quotidien ne devait pas être bien marrant quand même avec lui. Oh là les là. deux arcanes de destruction sont l'arcane, enfin de violence, de destruction, sont l'arcane Son Nom et la Maison Dieu. Et on voit dans l'étoile évolutive d'Elizabeth Taylor qu'elle les a tous les deux en poste de manque. Hein. Donc effectivement, en plus avec ces 4 chariots qui indiquent de la difficulté à se maîtriser, ça pouvait effectivement laisser entendre des éruptions volcaniques, comme nous l'indique aussi au niveau astro, sa lune Scorpion et puis sa conjonction Vénus-Uranus en Bélier. Hein. Et Pluton qui fait qu'elle cherchait vraiment à s'en prendre plein la tête finalement, inconsciemment, tu vois. Ouais. Elle aimait que dans la destruction, quoi, en fait, dans la passion intense, quoi. Avec la passion, la jalousie, les scènes, et puis c'est quand même un métier épouvantable pour ça. Parce qu'on a beau dire qu'on s'aime, mais quand on se retrouve pendant 3 semaines dans les bras d'un autre, ça ne peut pas faire de... Hein, ça ne fait que du dégât, forcément. C'est vrai. Il y a de quoi être jaloux, on peut dire. Je pense que ces acteurs, ils sont victimes de leur métier aussi. C'est extrêmement rare, d'ailleurs on le dit, un couple d'acteurs qui restent ensemble toute une vie. C'est rarissime. Par exemple, c'est le cas de Paul Newman.
Pourtant, il est beau, Paul Newman, hein, il a été beau avec ses yeux bleus et tout. Mais ils sont cités en exemple. Pour sa femme, elle est moins célèbre. Mais enfin, elle est actrice aussi. Ils sont cités en exemple parce que c'est très rare. Moi, je les vois plus comme des victimes de ce point de vue-là. Ce n'est pas tellement qu'ils sont capricieux, c'est que forcément, la tentation, elle est tout le temps là, la tentation. Ils jouent des scènes d'amour, des trucs. Ça, forcément, les films, c'est toujours ça. Hein. Autrement, ce n'est pas vendeur. Avec des acteurs tous plus beaux les uns que les autres et des belles actrices aussi, ça n'aide pas. Enfin, eux, ils ont beaucoup joué ensemble. Donc, ça déjà, ça simplifiait. Mais enfin, pourquoi elle a rencontré Richard Burton? Parce qu'elle a joué Cléopâtre. Du coup, elle a lâché Eddie Fisher. C'est pas compliqué. Hein. Et voilà, et c'était toujours comme ça. Alors, là, c'était vraiment le Richard Burton intime avec son nom de naissance. Mais je trouvais peut-être, si vous voulez, comment elle aimait l'acteur, l'homme public. Et l'homme public, c'est Richard Burton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas inintéressant. Richard Burton, c'est cette partie-là qui change quand on dit Burton. Or, il est connu sous ce nom-là. Il aurait fallu que j'ai les deux. Ah, mais j'ai pas. Mais enfin bon. Non, je ne les ai pas. Mais vous voyez, qu'est-ce que ça devient quand il est Richard Burton? Qu'est-ce que ça devient? Eh bien déjà, il a deux ermites. Il se libère. Il se libère sous la personnalité. Parce que je pense que d'avoir choisi un nom, même si ce n'est pas son nom de naissance, ça joue sur sa vie. Ça joue sur, vous voyez, le son. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Il est devenu complètement Richard Burton. Du coup, il n'a plus que 2 chariots. Ah ben, alors, il y en a un qui reste, évidemment, ça c'est le prénom. Mais je trouve ça assez intéressant de voir ce que ça devient. Non, ça vous trouvez pas ça intéressant? Il a 2 ermites. Le même champ magnétique surtout. En fait, l'ermite, comment dire, du poste 10 avec l'arcane sans nom du poste 11, on le retrouve tout à fait avec l'ermite du poste 9. Donc, c'est voilà, vraiment, comment dire, le même champ magnétique de l'identité retrouvée. Donc, il vient vraiment, et dans ce champ magnétique d'identité retrouvée, on sent quand même une dimension de la dévalorisation de soi, qui peut s'exprimer d'ailleurs astrologiquement par sa conjonction Soleil-Saturne. Oui, et oui. Et elle a ce Saturne en maison 2. Exactement. Qui est opinion de soi-même. Oui. Oui, oui. Donc, c'est comme s'il avait choisi, il n'a pas choisi Burton pour rien. Vous voyez, ce nom, je ne sais pas pourquoi il a pris Burton, d'ailleurs, ni comment il l'a trouvé, mais on peut dire que ce n'était pas un hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on les retrouve là. Et ma théorie où il rencontre l'amour au niveau du travail, ça marche aussi avec Richard Burton, puisqu'au poste 12, il a l'amoureux. L'amoureux d'Elizabeth Taylor, qu'elle a au poste 9. Et le poste 17 avec la maison Dieu? Ça donne quoi, ça? Je ne suis pas certaine qu'il l'ait vraiment incarné, hein, puisque, alors, bien évidemment, un arcane au poste 17, on ne peut l'interpréter que de manière extrêmement positive, puisque c'est l'arcane de guérison. Donc, en fait, ça serait la libération de ses blessures, et notamment la libération de ses blessures affectives, puisque Maison Dieu vient nous faire le champ magnétique avec l'arcane de l'amoureux. Donc, je ne suis pas certaine qu'il ait complètement exploré cette Maison Dieu au poste 17. Oui, mais enfin, il était autre quand il s'appelait Burton. Comment? Oui. Donc, quand il s'appelle Burton, il oui, est un autre. Exactement. Oui, tout à fait. C'est son image publique, là, qu'on voit. Ouais. Donc, c'est peut-être... Voilà. Et c'est comme si, parce que quand on dit Elizabeth Taylor, tout de suite on pense Richard Burton, ça fait un tout, je trouve, artistiquement, enfin ça fait un tout. Et là, elle a cette maison Dieu ici en poste 4. Donc c'est comme s'il disait, attends, tu vas voir, à nous deux, on va s'en sortir. En fait, ils se faisaient plonger mutuellement. Oui. Ils ne s'en sortaient pas du tout. À eux deux, c'était la cata.
C'était pire. Ils buvaient ensemble et ils plongeaient ensemble. Ils se flinguaient mutuellement. Ils se plombaient, ils se rognaient les ailes. Mais il y avait ce désir, on va y arriver ensemble. On va faire un couple éblouissant et nous allons nous libérer spirituellement. Et donc, elle, ça n'allait pas. C'est une mauvaise posture. Ici, c'est une posture, c'est le cas de le dire, sur le poste. Et là, chez lui, ça va être notre... Tu vas voir, on va s'élever, on va y arriver, je vais te sortir de là. C'est comme s'il lui disait, je vais te sortir de là, à nous deux. D'ailleurs, il lui offrait les plus beaux bijoux du monde, des trucs mieux que la reine d'Angleterre. Elle était plus riche en bijoux que la reine d'Angleterre. Ça veut tout dire. La reine d'Angleterre, elle a tous les bijoux volés en Inde. Tous les bijoux du Commonwealth. La reine d'Angleterre. Hein? Elle est plus belle que la reine d'Angleterre. Ah oui. Ah, puis elle joue mieux sur scène, oui. Mais on va s'en sortir, tu vas voir, je vais te donner tout ce que tu n'as pas eu. Hein, et on va s'en sortir. C'est peut-être cet espoir-là, cette maison Dieu là-haut. C'est assez curieux, cette lune qu'il a au poste 16. Hein, oui. En tant que vedette. On peut dire, là, ça, c'est l'image de la vedette de cinéma. De la star populaire, ouais. Ah oui. Du public, oui. Puis ça nous parle aussi de toutes ces émotions. Il était orphelin, enfin, il a eu une enfance tout à fait malheureuse, et donc c'est tout ça, je l'offre à ma mère. Peut-être aussi. Voilà. Vous voulez que je remette d'autres images? Merci, c'est très intéressant parce qu'on s'est limité à 2 thèmes. Déjà 2 thèmes plus 2 étoiles, il faut quand même approfondir. Ah non, mais je n'avais pas d'autres comme ça sous le coude, des images que vous avez déjà vues. C'est très bien. Tu peux nous redire, Catherine, juste tu sais, les petites choses karmiques là. La petite croix là, c'est quoi déjà à côté de Pluton? Ah ça, c'est le vertex. Ah oui. C'est-à-dire, ça se compare, c'est pour comparer des étoiles, on regarde les vertex communs. Alors lui, il l'a au début Balance et elle ici. Et puis, est-ce que ça tombe? Ah ben oui, parce que tu vois, le vertex d'Elisabeth tombe ici sur le nœud nord de Richard Burton. Donc, sa mission de vie, c'est vraiment d'être avec elle. Donc, mission de vie amoureuse, parce que la mission de vie, c'est surtout aussi le nœud nord, mais c'est un complément du nœud nord. C'est son nœud nord. Non, c'est parce qu'ils sont l'un sur l'autre. Si oui, d'accord. Tu vois, fin Cancer, oui. 28, ils sont au même degré. Il est venu pour revivre leur union. Ils ont vraiment, on voit vraiment de vieilles âmes qui recommencent. Et le vertex, c'est quoi exactement? Vertex, c'est un calcul avec l'ascendant. Je ne sais plus comment on fait, mais c'est très important en synastrie. Et la petite étoile, là, avec le petit... Junon? Oui. Ah, ça, c'est un astéroïde, Junon. C'est l'épouse, le conjoint. Ah. L'épouse officielle. Ah, Junon. D'accord. Catherine Cassagnier nous dit, voilà, c'est vraiment l'âme sœur. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Oh, merci. Les autres, on connaît un peu plus, mais... Et à côté de la lune noire, l'espèce de truc qui ressemble comme au Verseau? Vesta. Ah, c'est Vesta. Vesta, c'est là. Alors, c'est à la fois la gardienne du foyer, c'est une petite lampe à huile. Ah, oui. Et aussi, quand on a fait vœu, c'est des histoires karmiques aussi. Parce que c'est les Vestales qui font vœu de garder le foyer, de garder la petite flamme toujours allumée. Oui, c'est ça que ça veut dire. Ok, merci. Junon, Vesta, Pallas. Quand on a le point EP sur l'ascendant, je ne sais pas ce que c'est que le point EP en fait. Le point Est.
Ah, le point East EP, c'est le Point. point Est. D'accord. East Point, oui. Mais bien C'est comme souvent, ils ne si- sont pas l'un sur l'autre. Non, Non. je ne sais pas pourquoi. Lui, il est né au Pays de Galles, mais ce East Point, là, c'est comme si on était né à l'équateur. C'est une histoire astronomique comme ça. Ah, ok. Et ça veut dire, c'est un point de vue idéaliste, l'idéalisation de quelque chose. Mais alors lui, je ne sais pas trop si c'est... Il est né quand même dans un milieu extrêmement défavorisé, au fin fond du Pays de Galles. Est-ce que c'est bien juste son heure de naissance? Je ne sais pas. Ouais. Ça, je ne sais pas. Mm. Je trouve qu'il a un thème féminin. Bon, évidemment, il est cet ascendant début bélier, mais enfin, c'est pas sûr. Si ça se trouve, il est ascendant poisson, hein, on n'en sait rien. Mais je trouve que ça lui fait un thème féminin, cette lune en vierge. Je trouve ça, moi, il a la Mars balance, le soleil, scorpion, c'est un signe féminin, le scorpion. C'est ce qui tout en exprimerait sa timidité. lune du poste 16 de l'étoile évolutive, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a un anima quand même particulièrement prononcé. Oui, oui, Vénus là au milieu du ciel. Le Capricorne, c'est un signe féminin aussi. Hein? Non, puis alors, lune vierge, c'est étriqué, quoi, quand même, c'est étriqué. C'est des gens souvent, alors, maniaques. Il était peut-être, je ne sais pas, j'ai pas lu. Il était peut-être maniaque pour ses vêtements, maniaque pour toujours. Il faut toujours que ce soit impeccable avec la lune en vierge. Bon, je ne sais pas. Là, j'ai pas lu assez. Là, j'ai pas lu assez pour ça. Oh, 29 degrés du poisson. L'ascendant, il a 29 poissons. Non, non, mais il pourrait, si jamais il était né un petit peu avant. Oui, c'est ça. Ça se trouve, il est poisson. Oui. Les cas, s'il a souffert de la pauvreté, sont les rapports entre Pluton et Jupiter, ça a souvent un rapport avec l'argent. Donc là, il s'est rattrapé. Les aspects Jupiter, Tarna, là, qui en parlait, Richard Tarna, qui est un type qui fait de l'astro aux États-Unis, quoi. Et il a ça dans son thème, mais bon, c'est pas tout le monde, hein, mais je veux dire, généralement, c'est en rapport avec l'argent. Je crois que Bill Gates, il a ça dans son thème, en maison 2. Mais pas une opposition, mais les rapports entre Pluton et Jupiter, voilà, il y a quelque chose avec la fortune, quoi, dans le... Et vous voyez, ce qui est drôle, c'est qu'elle est là, la maison 2 pour parler de ça. Maison 2 en Capricorne, et lui, maître de 2 en Capricorne. Est-ce qu'elle n'avait pas peur de manquer avec son Saturne en maison 2? Un peu, parce qu'il est quand même... Oui, non? On va substituer l'idée qu'on a de nous-mêmes, qui n'est pas formidable, et on va en mettre plein la vue à tout le monde, avec tous nos bijoux, avec tout, etc. Il apporte la valeur, la valeur l'idée qu'il a de sa propre valeur, il faut qu'il soit reconnu dehors. Vous voyez, il la montre. Et c'est ostentatoire, autrement il n'y a rien. Le maître de cette maison 2 en 4, là-haut, enfin je veux dire en 10. C'est son sens des valeurs, la maison 2, et donc l'opinion de soi-même. Et l'opinion de soi-même, c'est Capricorne, comme elle a Saturne ici, et il faut le montrer. Et là aussi, ils ont beaucoup de points communs. Regardez, cette MC en balance et Vénus là-haut. C'est amusant, non? Oui. Ils devaient se rencontrer. Oui. Et la maison 2, vous l'associez au sens des valeurs? Oui, c'est Vénus. C'est le maître de Vénus. Alors après, qu'est-ce qu'il y a de la valeur? C'est l'argent. Évidemment, on a fait la maison de l'argent. Mais c'est son sens des valeurs. Et l'idée qu'on a de soi-même. Ça, c'est Noël Thiel. C'est les livres de Noël Thiel. T-Y-L. D'accord.
J'avais jamais entendu ça, le sens des valeurs. Bah, valeurs, argent, bien sûr, mais d'une manière générale, les valeurs, je n'avais pas entendu. Ou même les talents aussi, les talents. D'accord. Les talents, c'est pas la 5 normalement, la créativité, tout ça? Ah ben, ça vous donne de la créativité, mais les talents, c'est des dons. Les dons, c'est la 2. D'accord. Tiens donc. Enfin. C'est bon? C'est bon pour moi, je ne sais pas. Oui. Alors, je vous ai présenté Neptune parce qu'on est dans les poissons, là. C'est pour ça, vous avez remarqué que ça colle au calendrier en temps normal. Hein. Bon, ça colle au calendrier. Et la prochaine fois, nous aurons une personne bélier, c'est-à-dire Madeleine Malraux, une des femmes d'André Malraux. Ah, tiens. Oui. Elle est beaucoup moins connue. Oui. Ah oui, c'est pas pareil. Mais alors parfois, quand on ne connaît pas, il y a des gens que ça rebute. Oh, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Et d'autres, ah, je ne connais pas, je vais apprendre. Tout à fait. Il y a de tout, ça dépend. Hein. Je critique ni les uns ni les autres, mais nous avons les deux cas. C'est une des femmes parce qu'il en a eu combien? Oh ben, il a eu beaucoup. Ben, il a eu Clara Goldschmidt, après une maîtresse, ensuite elle, Marie-Madeleine Malraux, et puis après Louise de Villemorin. Enfin, tout mélange. Voilà. Mais il ne s'est pas marié 4 fois, il s'est marié 2 fois seulement. En quelle année, tu sais, elle a été mariée avec lui? On verra ça la prochaine fois. La prochaine fois. Une chose à la fois. En plus, on revient à la France et puis à des valeurs plus littéraires. C'est intéressant aussi. Pas le même milieu. C'est parce qu'en fait, il est venu très souvent à 500 mètres de chez moi. Ah oui? Je ne sais pas s'il lui... est dans un manoir, en fait. À Triel? Oui. Ah oui? Et donc, tu vois, Fabienne, tu dis ça, c'est trop drôle, parce qu'en fait, il habitait à 100 mètres de chez moi à Boulogne. Incroyable. Ah, c'est drôle. À Boulogne, rue Victor Hugo, maintenant ça s'appelle Robert Schumann, ils louaient un hôtel particulier, et tout près, enfin chez moi, pas où j'habite maintenant, mais où ma mère habite, où j'ai vécu mon enfance. Ça alors, c'est drôle. C'est drôle, et toi, tu dis la même chose. Oui, ah oui, oui, il y a un manoir un peu spécial ici, même très spécial. C'était leur maison de campagne? Non, non, c'était en fait chez des gens, mais il venait très souvent, il aimait beaucoup venir là, parce que c'est très isolé. Et donc, du coup, il venait chez ses amis, en fait, et il venait passer les week-ends à cet endroit-là. Ah, c'était qui? Comment? C'était qui? C'était qui? C'est André Malraux. Leurs amis. Ah, leurs amis? Ah, ils s'appelaient les Montaldo, en fait. C'était une famille, c'est une famille qui habite toujours là, en fait. C'est les grands-parents qui habitent encore dans ce manoir qui s'appelle le manoir Maigre. C'est un drôle de nom. À Triel. Oui. Ah oui, oui. Et c'est resté dans son jus. Hein. C'est-à-dire que les meubles dans ce manoir, quand il venait, c'était les mêmes meubles, les mêmes canapés, tout. Ouais. Bon. Ah ben c'est drôle. Si tu peux trouver une photo, on pourra l'ajouter. Ah oui, je peux trouver une photo du salon. Oui. Alors, une photo de lui dans le salon, je ne suis pas sûre. Mais une photo du salon où il venait, oui, parce que c'est resté vraiment intact encore maintenant. Voilà, c'est drôle ça. Moi, je vais me le noter. Ah, oui. Comme quoi. Et oui. Et il y a eu un attentat contre lui à Boulogne, donc dans cette maison à Boulogne qu'il louait. Et mon père avait peur quand on passe, parce que pour aller au bois de Boulogne ou à Roland-Garros, on passe devant cette maison, entre où habite ma mère et puis voilà. Bon. Ça mène au bois de Boulogne. On passe là quand on était petit, on passait devant. Mon père avait peur. Il avait peur, ça saute au moment où on passe. C'est pas très drôle. N'empêche que la fille du concierge est devenue aveugle. Elle a été extrêmement blessée par cet attentat contre lui, à côté à côté de chez ma mère. Comme quoi. C'est drôle que tu dises ça, hein, c'est drôle.
C'est pour ça que je te demandais à peu près à quelle époque la dame elle était, parce que ça se trouve, elle venait avec lui passer les week-ends ici. Ils ont vécu 20 ans, ils sont restés mariés 20 ans. D'accord. Alors, les dates, ah ben si, je sais, 48-69, maintenant que tu me poses l'année dernière, franchement, 48-69, il l'a quitté. Ça correspond, ça correspond. Parce que c'était la grand-mère qui habitait là, tu vois. Donc, et la dame, elle a 50 ans, donc je vais demander s'ils ont des photos. Ah ben, c'est drôle. Oui, oui. Et ben voilà. Alors, c'est la prochaine fois au mois d'avril pour faire bélier, pour aller avec le bélier. Voilà. Ben, merci beaucoup, c'était super. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci. Ah bah tiens, je vais arrêter. Ah, j'aurais dû arrêter l'enregistrement avant. Bon, ben ça fait rien, je l'arrête tout de suite. Allez, je cherche. Il va dire, on va voir. Alors, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.